Bienvenue à cette table ronde. Je suis ravie d'être là. Je suis contente de vous voir sans les masques. Ça fait plaisir de voir vos visages et vos sourires. Alors, juste une petite précision. En fait, c'est une conférence où il y a 2 tables rondes. Donc, la première, qui va durer 30 minutes, porte sur les enjeux de la croissance. Croissance en termes d'investissement publicitaire, en termes de revenus publicitaires et aussi en termes d'audience. Et la deuxième conférence, la deuxième table ronde portera sur les enjeux RSE pour les entreprises. Donc, menée par Chloé. Donc, on va commencer. Donc, je vais essayer de tenir le timing. 25 minutes de conversation, 5 minutes de questions-réponses. À mes côtés aujourd'hui, Benjamin Mas, chef des produits chez Triton Digital. Xavier Filleul, directeur des opérations chez Radioline et coprésident de la commission audio-digitale du Geste depuis 22 ans, s'il vous plaît. Franck Godin, directeur délégué du numérique et de l'audio chez Lagardère News. Alors, je tiens juste à préciser aujourd'hui, dans cette table ronde, on va parler de podcast natif et de replay. Donc, ça va être pour les deux. Et oui, moi, je ne me suis pas présentée, donc ça va être... donc, je suis Clémentine Roux, podcast marketeur. J'ai cofondé un collectif dédié au marketing du podcast. Donc, on va accompagner des podcasteurs indépendants pour les aider à faire grossir leurs émissions, avoir plus de visibilité et surtout les aider à avoir plus d'audience. Et j'ai aussi une casquette monétisation où je vends des campagnes de sponsoring sur des podcasts indépendants depuis 3 ans. Donc, bienvenue à cette table ronde. Et la première question... Je te l'adresse à toi, Xavier, sur la taille du marché publicitaire audio-digital en France, s'il te plaît. Alors, bonsoir à tous. Donc, effectivement, on s'est dit pour ce débat que ça pouvait poser les bases de nos questionnements, de savoir à peu près quelle est la taille du marché. Je rappelle que le marché de la radio, c'est plus de 650 millions d'euros par an. Donc, tout l'audio-digital... Donc, je compte Deezer, Spotify, les radios, les web radios et le podcast, bien sûr. C'est 48 millions en 2021. Alors, on a progressé, puisqu'on était à 30 millions en 2020. On a des chiffres sur le premier semestre. Premier semestre 2022, on est à 29 millions. 29 millions. Donc, on est en progression si on tient le rythme d'ici la fin de l'année. Donc, c'est tout à fait encourageant. Ces 48 millions sont faits quand même... pour 23 millions par les plateformes de stream, 10 millions par les radios, 9 millions par les régies externes, et puis 6 millions par les hébergeurs de podcasts éditeurs. Voilà, donc ça veut dire que le poids des Deezer et Spotify est quand même significatif, même si la radio pèse à 20% dans le chiffre d'affaires de ce marché. Franck, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le site ? Non, juste dire que naturellement, comme les audiences se déportent sur le numérique, en fait, ce sont les principaux annonceurs des gros médias en fait, qui investissent beaucoup aujourd'hui sur l'audio digital. Sur le podcast, c'est pareil. Donc, on retrouve des annonceurs de la grande distribution, de l'automobile, de la banque assurance, les telcos, qui, eux, nous achètent des impressions sur l'audio digital, bien sûr, les web radios, le live et sur le podcast. Alors, sur le podcast, on est à la fois sur des téléchargements et des écoutes, même si la nuance maintenant... On en a parlé avec Xavier et ténue, puisque les téléchargements maintenant se font au fur et à mesure de l'écoute. Donc un téléchargement, c'est une écoute. Mais en fait, aujourd'hui, le marché continue de progresser. On voit que les annonceurs sont de plus en plus nombreux. Et on reste, comme je le disais, sur des annonceurs finalement assez mainstream, grand public, avec un pré-roll qui est souvent le spot que vous pouvez entendre à la radio, qui est diffusé sur les podcasts aujourd'hui. C'est le gros du marché publicitaire. Et puis sur les podcasts, là aussi, on revient à ce que disait Xavier, une place des replays des radios qui est très importante, puisque c'est là qu'aujourd'hui que se fait le gros de l'audience. Merci Franck. Je vais m'adresser à Benjamin qui va nous remettre un peu de contexte du marché français par rapport au marché monde et notamment US. D'ailleurs, j'en profite juste pour donner un autre chiffre qui a été publié au début de l'année 2022. Le marché publicitaire de podcasts aux États-Unis, c'est $1 milliard.
est projeté à 2 milliards. Donc, c'est en très forte croissance. En fait, Triton opère dans plus de 80 pays. J'ai juste pris quelques stats de progression des revenus sur le marché européen. On opère dans plusieurs des pays européens. Donc, dans les derniers 60 jours, par rapport aux 60 jours précédents, il y a eu 25% d'accroissement des transactions en programmatique, 8% de hausse du CPM, 35% de hausse des revenus. La France, suivie de l'Espagne, les Pays-Bas et de l'Irlande et la Finlande sont les pays dans lesquels il y a la plus forte hausse des revenus. Évidemment, 60 jours avant les derniers 60 jours, c'était dans l'été, donc j'ai comparé avec la période de mai-juin, qui est une période assez forte. On voit quand même qu'on est à 26% aussi plus fort que juste avant les vacances, 42% d'accroissement des revenus, donc c'est quand même important. La composition est un peu différente. En mai-juin, c'était l'Espagne, la Belgique, l'Irlande, l'Italie, le Royaume-Uni qui étaient les plus actifs. Et là, on voit la France, en fait, qui a pris les devants dans notre place de marché. Évidemment, c'est les transactions qui circulent sur notre place de marché. Ce n'est pas une vision sur la totalité du marché, mais c'est pour donner une idée. Merci. Alors là, on a commencé à parler de pré-roll, host read, spot audio, CPM. Je vais juste faire un petit rappel, ou même si Franck, toi tu veux, des différentes façons en fait, d'acheter de la publicité sur le podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, le gros du marché a migré du gré à gré vers le programmatique, en fait. C'est vrai que le host read, aujourd'hui, en France, on a tous envie d'en faire beaucoup. J'en parlais tout à l'heure encore avec des copains de régie et on se disait qu'on avait tous envie d'en faire davantage. Néanmoins, étant donné que le marché est porté par les agences médias et surtout par les équipes radio des agences médias, on voit qu'il y a une logique d'industrialisation en fait, de l'achat qui est facilitée par le programmatique. Donc le host read, pour l'instant, fait une part minoritaire des investissements. La part aussi qui se développe, c'est toutes les opérations de brand content qu'on fait davantage aujourd'hui sur le podcast, que ce soit dans les régies radio ou chez des producteurs indépendants. Et on voit que les annonceurs ont envie de se développer là-dessus, à la fois pour des logiques de communication interne, et d'ailleurs je pense que vous le verrez aussi avec la prochaine conférence, mais aussi dans des logiques de communication externe. Donc voilà en gros comment le marché se répartit aujourd'hui. Oui, et d'ailleurs, donc la part de host read est très minoritaire, mais a priori, celle qui intéresse le plus les auditeurs de podcasts natifs, en tout cas, c'est les résultats de l'étude de ce matin. Voilà. Mais bon, c'est pas ce qui rapporte aujourd'hui le plus, et c'est pas ce qu'on a vu qui pèse le plus dans les investissements publicitaires. Il y a en fait une règle assez simple, c'est que nous à Europe 1 par exemple, on fait des podcasts depuis 2004. Ça fait longtemps qu'on essaie d'impliquer nos clients sur une création publicitaire un peu différenciante sur l'univers du podcast, parce qu'on a quand même le sentiment que cette écoute privilégiée facilite l'émergence des clients. Néanmoins, la part des investissements est assez faible aujourd'hui dans le mix média, et donc les marques ont du mal à y accorder le temps qu'il faudrait pour justement aller sur des créations un peu plus affines, même s'il y a des technologies qui se développent. On sait qu'il y a des boîtes aujourd'hui qui peuvent nous accompagner aussi sur la simplification de l'achat et justement le fait d'utiliser un message très adapté, que ce soit en local ou sur un type de produit, mais finalement ça reste encore émergent. Transition toute trouvée sur ma troisième question, c'est comment faire pour faciliter l'achat du podcast, et est-ce qu'on pourrait se rapprocher de méthodes de vente traditionnelles comme la radio par exemple? Xavier, je me tourne vers toi. La réponse est oui. C'est-à-dire qu'on a bien identifié depuis pas mal d'années que la radio FM s'achetait assez facilement avec un logiciel magique qui permet de modéliser en fonction de tout un tas de critères une campagne en fonction des cibles que vous voulez toucher, des jeunes, des femmes, des hommes, etc. Et donc cet outil, une fois que vous avez modélisé les spots avec les horaires sur les différentes marques radio, vous appuyez sur un bouton et vous achetez la campagne. Et c'est comme ça que la FM est vendue aujourd'hui. Alors effectivement, nous, dans l'audio digital, on se dit, je ne comprends pas, on est quand même très avancé dans la technologie. Où est ce logiciel et comment on peut y avoir accès et comment finalement on pourrait acheter l'audio digital par cet outil qui est magnifique. Parce qu'effectivement, quand on modélise, on affine véritablement des populations, de l'audience, enfin des choses qui parlent aux annonceurs. Aujourd'hui, on essaie de se débrouiller avec deux mesures qui sont une mesure ACPM qui fait de la certification, mais de trafic, pas d'audience, de trafic. Donc on a des volumes, tout le monde a des volumes et tout le monde va voir les agences en disant j'ai des énormes volumes. Ok, c'est
qui sont ces gens qui font partie de ce volume. Donc tant qu'on n'a pas atteint ce niveau d'audience, effectivement, on a peu de choses à vendre, pour être tout à fait franc. Ou en tout cas, on ne sait pas, enfin l'annonceur ne sait pas s'il achète de l'audio digital, s'il achète 2 fois la cible, parce qu'il va acheter aussi de la FM, ou s'il y a une complémentarité, etc. Donc tout le travail maintenant va être de pouvoir fusionner en fait l'AFM et l'audio digital pour pouvoir amener du sens, de la complémentarité, pouvoir la mesurer et pour pouvoir avoir une pertinence et surtout une diversité, parce qu'aujourd'hui, les radios ne vendent même pas leur propre inventaire audio-digitaux à travers cet outil. Donc, on a encore des choses à faire. Évidemment, ça nécessite d'avoir des données d'information. La 126 000 de médiamétrie nourrit cet outil avec toutes ces informations d'audience. Mais l'audience FM, ce n'est pas l'audience de l'audio digital. Donc, les outils ne sont pas adaptés. On ne va pas pouvoir traquer aussi finement des inventaires aussi petits. Mais par contre, il faut qu'on réinvente un système de panel. Il y a des idées et Médiamétrie travaille dessus pour pouvoir effectivement nourrir cet outil qui a un double avantage. C'est non seulement on peut acheter l'ensemble de l'inventaire disponible en FM, alors que là, c'est extrêmement morcelé. Quand vous voulez acheter du podcast, il faut aller voir chaque éditeur ou chaque plateforme, etc. Donc, c'est très, très compliqué pour les agences qui n'ont pas le temps. Et puis, en plus de ça, on ne sait pas la complémentarité, la part de voix supplémentaire, comment on adresse tout ça. Donc, on a du travail et c'est loin d'être trivial. Alors, la première étape de médiamétrie, je parle un petit peu à leur place, c'est déjà de faire du bilan. C'est-à-dire en post-campagne, d'être capable de vous dire vous avez touché votre cible ou vous l'avez raté. C'est déjà pas mal. Mais si on pouvait à l'avance modéliser et de pouvoir être capable d'intégrer un maximum d'éditeurs de podcasts dans ce mix média, je pense que l'audio digital se porterait beaucoup mieux. Ce serait un relais de croissance pour la FM aussi. Et nos principaux concurrents, il faut l'avoir en tête, c'est la vidéo, c'est les réseaux sociaux, c'est tout ça. Hein. C'est pas essayer de dire les plateformes de stream contre les podcasteurs, contre la FM. On fait tous partie de la même famille de l'audio digital et on a plutôt intérêt à faire grossir ce marché-là, avec chacun on va dire ses avantages et ses inconvénients. Mais aujourd'hui, c'est trop fragmenté. Et on n'a pas assez d'informations pour pouvoir véritablement répondre aux attentes des agences. Et les agences nous le disent. On achèterait beaucoup plus d'audio digital si c'était plus simple et si on avait ce calcul d'apport de couverture. Pour compléter, c'est ce qui se fait sur la vidéo, en fait. Donc, et c'est ce qui a permis au marché de la vidéo d'accélérer et de décoller. Après, pour préciser ce que disait Xavier, aujourd'hui, on est tous autour de la table pour justement trouver des solutions. C'est-à-dire que sous l'impulsion de Xavier au geste, on a mis en place un groupe de travail avec Médiamétrie, différents médias, des régies, et puis des solutions technologiques pour justement essayer d'aboutir. On fait bien sûr ça aussi avec nos partenaires des agences médias et l'Union des marques pour trouver des solutions et essayer à moyen terme, en tout cas le plus vite possible, de trouver une solution qui va nous faciliter cet achat. Benjamin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Xavier a très bien résumé le défi par rapport à la mesure d'audience. Je dirais par contre, la techno existe déjà. Donc, si on pense à des acheteurs ou des agences numériques, elles peuvent très bien acheter l'audio sans aucun souci. Le problème que je perçois en France, ou le défi en France par rapport à d'autres marchés où on opère, c'est que c'est assez segmenté ou en silo. Donc, il y a peu de places de marché interconnectées. Donc, pour un acheteur, par exemple, qui utilise Hawk ou Google, il y a plusieurs deals à faire plutôt que d'acheter sur le libre marché, finalement, ce que la programmatique permet de faire. Je sais qu'il faut protéger les prix, s'assurer de bien packager l'audience, mais la techno est là. Donc, c'est aussi une question pour les producteurs puis les éditeurs de cogner à la porte peut-être d'acheteurs un peu moins traditionnels, c'est-à-dire pas les agences radio pour les pousser à acheter de l'audio numérique, mais peut-être aller cibler d'autres types d'acheteurs, par exemple ceux qui achètent du out-of-home ou du mobile. De l'autre côté, il y a aussi des plateformes de self-serve. Donc, il y a moyen de faire, parce que ça, on le voit sur d'autres marchés, de permettre à des petits acheteurs, des acheteurs qui ne font pas affaire avec des agences, de pouvoir acheter des spots radio, même hertziens. Ça se fait aux US avec iHeart, ou sinon du podcast ou du streaming avec une carte de crédit en allant en ligne. Les éditeurs peuvent packager leur audience. Là, évidemment, il faut en faire la promotion, mais la techno existe. Tu veux rajouter quelque chose ? Je voulais peut-être faire le lien avec les inventaires, du coup, puisque c'est aussi un des enjeux. Mais
Sur l'audience, oui. Moi, juste, je me pose une question et je me demande, là, je fais un petit peu, je prends la casquette podcast natif indépendant et je me demande s'il n'y a pas aussi des modes d'achat qui pourraient être plus similaires à l'influence, parce que les podcasteurs indépendants ont des CPM quand même beaucoup plus élevés que les podcasts de radio, notamment. Et est-ce que le CPM, je m'interroge vraiment sur, est-ce que le CPM est vraiment le bon mode d'achat pour... en tout cas, le podcast indépendant. Oui, pas nécessairement. Quand on voit sur plusieurs marchés, quand c'est des sponsorships, c'est pas vendu. On peut les convertir en CPM. En général, quand on le fait, ça va être plus que 120 euros US dollars CPM, mais en général, c'est pas vendu en CPM. C'est vendu sur un forfait. Donc, ça peut peut-être plus s'apparenter. Mais pour en fait aller dans la direction où se lançait Franck, c'est une question d'audience. Parce que pour pouvoir aller chercher un sponsor, il faut avoir suffisamment de reach. Puis c'est le défi pour des podcasts natifs en indépendant qui n'ont pas la visibilité. Donc, il faut voir comment les regrouper sous un parapluie ou dans un regroupement pour faire en sorte que les podcasts puissent s'entraider à aller chercher des audiences. Par exemple, les podcasts qui traitent sur l'histoire ne sont pas nécessairement en compétition un envers l'autre. Donc, on peut très bien faire de la cross-promo d'un podcast à l'autre pour bâtir des audiences. C'est aussi de faire des partenariats avec les éditeurs traditionnels. Donc, je pense en fait... vous en faites, Franck, chez vous, d'aller chercher des podcasts qui sont produits par d'autres producteurs, mais les ramener chez soi? Merci, Benjamin. Du coup, tu as enchaîné directement sur cette dernière question qui était quelles sont les solutions pour les podcasteurs pour faire face à cet enjeu de toujours croître et toujours avoir plus d'audience pour avoir plus de revenus. Et donc, une des solutions présentées, c'est celle du regroupement de podcasteurs. On voit de plus en plus d'initiatives, de régies, de labels, de groupements de podcasteurs indépendants aussi que moi je représente. Et donc Franck, si tu veux aussi compléter sur le regroupement des éditeurs. En fait, c'est vrai que finalement les grands médias et les grandes radios n'ont pas de mal à rentabiliser les podcasts, que ce soit l'Afterfoot pour RMC ou nous, Ondelat, qui fait des millions de téléchargements tous les mois. Le vrai sujet, c'est sur des podcasts de niche qui finalement, ou des podcasts natifs qui mettent du temps à décoller. Et on sait tous que les producteurs n'ont pas forcément ce temps-là pour rentabiliser. Et donc cette logique de consolidation, en tout cas, elle nous semble clé. Nous, ce que disait Benjamin est vrai, on a pris conscience de ça il y a 3-4 ans et on s'est dit que ça valait le coup de proposer nos services à des éditeurs extérieurs. On l'a fait avec Radio Meux, avec Public Santé, on le fait avec FG aussi depuis 3 ans, on va continuer. Parce qu'on se dit que finalement, en étant plus fort, plus puissant, on répond encore mieux aux agences qui, elles, finalement, ont besoin de cette puissance-là pour pouvoir descendre dans de la granularité d'audience. En fait, il faut partir de la puissance pour rentrer dans le ciblage, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire en structurant le marché du podcast tous ensemble, à l'échelle de Xavier, avec des outils comme ceux de Benjamin, et nous, en tant que régie, pour apporter le meilleur service et surtout la meilleure valorisation. Puisque il y a toute cette partie automatisée, mais après, si on veut faire quand même un peu de valeur, comme le disait Ben, il faut absolument réfléchir à de la vente au forfait, à des CPM beaucoup plus élevés et à de la créativité pour mélanger un peu les deux. Certains studios aujourd'hui font beaucoup de podcasts de marque. Ça leur permet de dégager de la marge aussi pour pouvoir continuer à produire de l'éditorial en étant indépendant. Nous, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est leur proposer de la monétisation sur toute cette partie éditoriale. Merci. Xavier, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette partie croissance des audiences? Alors nous, on est un agrégateur radio et podcast, donc effectivement, on s'aperçoit que la politique qu'a pu avoir Spotify d'exclusivité semble battre de l'aile. Donc nous, évidemment, on est plutôt sur une maximisation, on va dire, de ce qu'on appelle l'hyperdistribution contrôlée, et c'est là-dessus que tout se joue. C'est-à-dire que je pense qu'il y a agrégateurs et agrégateurs. Hein, il y a ceux qui donnent les stats, qui font des deals et puis qui sont en place. Et c'est avec cela qu'il faut essayer de nouer les meilleurs partenariats, de mise en avant. Nous, notre boulot, c'est d'apporter de l'audience à ces gens-là, d'en apporter aussi aux radios dans des secteurs un peu très innovants comme la téléconnectée, l'automobile, où on sent bien qu'il ne va pas y avoir des millions d'applications disponibles. Chaque place est très chère.
Donc l'innovation est très importante, aussi bien dans les features, dans les fonctionnalités et aussi dans la curation, parce que quand on a des grandes bases de données, les gens ne peuvent pas tout écouter. Donc il faut aussi faire ce travail éditorial de mise en avant. Nous, on travaille avec Arte Radio, justement, à faire un corner, un catalogue dédié où les gens vont pouvoir retrouver les podcasts, tous les podcasts d'Arte Radio. Pareil pour Radio France, pour les Indés Radio, etc. Donc c'est un gros travail. Et là-dessus, je pense qu'on n'est pas en retard par rapport aux États-Unis, même si il y a iHeart, qui font partie de ton groupe, qui est très innovant. Enfin, la bagarre se passe aussi à ce niveau-là. Donc j'ai vu le petit panneau en approche de la fin. Donc si vous voulez, je vais conclure. Et oui, comme ça, on garde du temps pour les questions. Mais donc, un peu pour résumer, en fait, un des messages principaux de cette table ronde, c'est le marché de la publicité audio est en croissance. Il est davantage en croissance que les audiences. Donc un message fédérateur, et je suis contente de finir un peu sur ça, c'est podcasteurs, créateurs de podcasts, éditeurs, rassemblez-vous pour avoir un peu plus de poids, pour peser davantage dans les balances publicitaires. Xavier m'a rappelé au début, juste avant de commencer, que CB News, le mois prochain, prépare un dossier sur le sujet. Donc, je vous inviterai à le découvrir à ce moment-là. Et je vais aussi laisser la parole à Xavier, qui a un petit mot à vous dire sur son... Oui, moi, je fais de la pub parce que c'est l'endroit, mais c'est gratuit. Ça s'appelle le Livre blanc de l'audio digital, qui est un document qu'on a fait au geste avec l'IAB. Donc, c'est l'ensemble des éditeurs qui sont mis autour de la table pour proposer un document pédagogique, pour retrouver des cartographies, des cas clients, des chiffres d'audience, et puis un glossaire qui est très utile avec tous ces acronymes. Donc voilà, vous pouvez le télécharger sur le site geste.fr gratuitement. Merci. Il est temps pour les questions. Est-ce que vous avez des questions? Et on peut faire passer un micro. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Ah si. En fait, nous, on considère qu'aujourd'hui, par rapport aux médias radio et aux médias traditionnels qui ont un âge moyen qui vieillit, tous ces nouveaux leviers d'audience permettent de rajeunir, de toucher un public complémentaire, et donc avec en plus un confort pour l'auditeur qui est différent, puisque comme vous le savez, sur le podcast, aujourd'hui, le format qui est privilégié, c'est le pré-roll. Il y a très peu de médias qui ont inscrit des mid-roll aujourd'hui, donc de la publicité au milieu du programme. Donc finalement, pour l'annonceur, il y a une émergence, une qualité de ciblage et une complémentarité avec ce qui se fait, même si elle ne se traduit pas dans les outils. Donc voilà, en gros, pour faire vite, les 2-3 arguments qu'on peut leur donner, et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. Il n'y a que 13% des annonceurs qui communiquent, c'est peu, donc ça veut dire qu'on a de quoi faire, et donc nous, on voit toujours le chemin qui nous reste à parcourir. C'est quoi un bon... je vais poser la question à Benjamin, peut-être que vous allez avoir la réponse. C'est quoi un bon reach, une bonne portée qui serait alléchante pour un annonceur? C'est une question difficile. En fait, ça dépend des marchés, mais comme ça dépend comment vous vendez le podcast. Si c'est en sponsorship, ça peut être plus faible parce que c'est niché, mais si c'est un podcast qui est plus grande échelle, par exemple sur du foot, puis vous avez que 5000 téléchargements par semaine, vous n'irez pas trop loin. Donc, ça dépend en fait de la catégorie, du type de podcast, l'audience recherchée. Comme c'est de la transaction par 1000, mais c'est assez facile de faire les maths. Donc, si vous avez que 5000 téléchargements par semaine, vous ne ferez pas beaucoup d'argent pour pouvoir payer l'électricité. Mais c'est pour ça qu'il faut se regrouper, parce qu'en fait, je pense que la réponse, c'est de se retrouver dans une régie ou un groupe qui peut vendre un ensemble, un portfolio de podcasts par catégorie quand vous n'avez pas encore la taille requise pour pouvoir aller vous commercialiser en autonome. Pour vous donner une idée, sinon il y a aussi des chiffres qui sont communiqués chaque mois par les CPM et vous pouvez voir aussi les différents chiffres d'audience que font les...
Oui, tout à fait. Il y a une autre question devant. Mais mettons, en tant que créateur, créatrice indépendante, est-ce que c'est vraiment avantageux pour nous de s'affilier avec plein d'autres... En fait, je pense que moi, mettons, ce que je pense le plus en ce moment, c'est est-ce que j'ai vraiment... je peux pas vraiment choisir qui va être... Si on se met tout ensemble, mettons. Puis moi, tel publicitaire, ça ne fit vraiment pas avec mes valeurs, mais comme je suis dans un regroupement comme ça, ben là, j'ai pas le choix de faire passer. Comment on gère un peu avec ça, en fait? En fait, il y a deux manières de le faire d'un point de vue simplement business, en discutant avec vos partenaires, mais d'un point de vue technique, il y a moyen, quand vous utilisez des systèmes comme celui de Triton, d'avoir des catégories d'exclusion ou d'inclusion. Comme ça, s'il y a des annonceurs qui circulent à travers la totalité du réseau, si par exemple vous bloquez tel type d'annonceur ou telle marque, ils vont être automatiquement éliminés du podcast, donc rien à faire. Fait qu'il y a quand même une marge de manœuvre pour les créateurs. Cool. Super, merci. Une dernière question? Le mot de la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour le mot de la fin? Moi, je dirais que pour voir tout ce qui se passe à travers le monde et au risque, à titre de Québécois, avec un droit de séjour en France, de me faire déchirer mon droit de séjour, cessez d'avoir peur en France. Je pense qu'il y a souvent des fausses excuses. Vous pouvez vous lancer. Le marché est en belle croissance et c'est porteur. Merci. Ça va? Oui. Nickel, vous avez été très bon. Merci, messieurs. Merci. J'ai pris super bien, j'ai pris la bande-annonce. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là pour cette deuxième partie de séquence. Donc, on a beaucoup parlé de croissance et de volume dans la première partie. Et là, on va plutôt se concentrer sur l'impact. On l'a vu ce matin lors des résultats de l'étude CSA. On peut parler du bassin d'audience, voilà, mais il y a aussi cette formidable force du podcast d'être un levier de changement. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec nos deux invités. Donc on va parler de RSE, donc responsabilité sociale et environnementale des organisations. C'est un terme qu'on entend beaucoup, qui fait partie aujourd'hui intégrante de la communication des boîtes. Parfois, on peut le déplorer de façon un peu cosmétique, sans réel changement de modèle derrière.
Et donc, on va se poser la question de comment faire du podcast, qui est un média du temps long, de la réflexion et de l'intime, qui peut être un vrai levier de changement. Comment en faire un véritable allié des stratégies de changement des organisations. Et donc, pour en parler aujourd'hui, j'ai 2 organisations de nature très diverses. Emmanuel Pétraud, donc tu es chargé de communication, diversité et inclusion à la DRH du groupe BNP Paribas. Oui, bonsoir. Et Pierre Canet, directeur du plaidoyer et des campagnes au WWF. Bonsoir. Donc, on va organiser ces 25 minutes qu'on va passer ensemble autour un peu de cas pratiques sur des podcasts qui ont été produits par toi, Pierre, et par toi, Emmanuel. Et pour commencer, Pierre, j'aimerais qu'on parle d'un cas très concret de podcast que vous avez produit au WWF. Et un podcast qui a fait changer les choses, en tout cas qui a participé à faire changer les choses au niveau politique. Pas n'importe quel podcast, parce que c'était un podcast de fiction. Voilà, donc c'est encore assez rare. J'aimerais qu'on rentre direct dans le vif du sujet en écoutant la bande-annonce de ce podcast. Ça s'appelle Classe CF. Putain, décrochez quoi, s'il vous plaît, je peux pas. Je veux juste une réponse. Je demande rien de plus. Après, je vous laisse tranquille, mais j'ai vraiment besoin de cette réponse. Est-ce que vous l'avez reçue? Est-ce que vous l'avez lue? Journal d'Iris, mardi 8 mars 2022. Papa, c'est mon premier vrai travail dans un gros truc et j'ai l'impression que t'es pas heureux pour moi. Et au contraire, je suis ravi. Assistante parlementaire, c'est pas rien. Stagiaire, assistante. Je rejoins monsieur le député Chalon à 16h en sortie de séance. J'aurais besoin que tu me déposes le transcript pour demain matin sur mon bureau. C'est noté? Oui, monsieur. Eh ben, bienvenue au Parlement européen. C'est quoi la loi sur la déforestation? T'as lu les documents sur mon bureau? Je veux juste comprendre, c'est tout. Dans un des documents, ils indiquent qu'au Brésil, des hélicoptères passent au-dessus des forêts pour les asperger de pesticides, du glyphosate, pour que les arbres meurent à petit feu et que le boulot soit plus facile sans se faire prendre. Les tribus qui vivent en dessous, dans les forêts, ils sont aspergés aussi? Qu'est-ce que j'en sais? On leur demande, ils se déplacent et on les relocalise. Mais pourquoi ils bougeraient? Parce qu'on leur laisse pas le choix. Il faut des décisions politiques, et vite. Tu n'as pas à penser parce que ce n'est pas ton rôle. Personne ne te paie pour penser, ça ne te sert à rien. Le village dont je te parle, papa, il lui reste 1 mois. 1 mois. Oui? Allô? On a un problème avec Iris. Donc on a quelques mots-clés pour comprendre le sujet. On est dans un thriller. On parle de déforestation, de Parlement européen. Donc Classe CF, c'est une fiction audio qui a été conçue dans le cadre d'une campagne de plaidoyer contre la déforestation, Together for Forest, en amont d'un vote très important au Parlement européen. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née cette idée de podcast Très bien, merci déjà pour l'invitation. Heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je ne suis pas habitué parce que j'ai l'habitude de parler de changement de cadre politique. Et là, on va parler de l'outil qui nous a permis justement de changer les choses un peu à notre échelle en matière de politique publique. Alors, en l'occurrence, là, c'est un texte au niveau européen qui vise à interdire le fait que des produits soient liés à la déforestation dans nos rayons. Donc, c'est quelque chose d'assez puissant qui n'avait jamais été fait. C'est encore en cours de négociation. On a eu un vote positif au Parlement et c'est rare de le soulever en tant qu'ONG environnementale. Et donc, quand on regarde aujourd'hui, on se dit, finalement, il y a beaucoup de Françaises et Français qui ont vu ces images d'orang-outans traverser des terres dégradées, déforestées, qui ont été touchés aussi par les feux en Amazonie, été après été. On a des images très fortes de ces incendies, de cette destruction de forêts tropicales. Et pourtant, il y a peu de gens qui maîtrisaient cette relation entre notre consommation dans l'Union européenne et la déforestation ou la dégradation d'écosystèmes à l'autre bout du monde, qui est liée au système agricole et alimentaire. Et donc, il a fallu, depuis 3 ans, trouver différents moyens de toucher les décideurs et de façon indirecte, du coup, nous assurer, au-delà des pétitions et des choses qu'on sait faire, et on a recueilli par exemple 1,2 million de signataires pour appuyer nos demandes contre la déforestation au niveau européen, donc ça a aidé. Mais il y avait l'idée de quand même faire un peu différemment et toucher des gens qui ne sont pas forcément directement investis, sur les politiques publiques européennes, qui paraissent un peu lointaines des citoyens, qui sont parfois complexes, un peu techno. Et donc, il fallait qu'on puisse rapprocher cette décision européenne des Françaises et des Français. Et deuxième point, sur la question de l'écologie, de la déforestation, de voir quel format trouver pour pouvoir
non plus là recevoir un soutien des gens, mais leur apporter une histoire et de leur apporter un récit et d'aller chez eux en fait à travers ce podcast fiction natif qui est là aussi un format très différent puisqu'on fait du podcast mais souvent plutôt des émissions. On a le Blue Podcast, l'Effet Panda, qui sont des podcasts plutôt d'information, d'interview. Mais là, ce podcast fiction, cette audio-fiction, c'est nouveau pour nous. Donc, et comment vous est venue cette idée? Est-ce que vous avez briefé des studios, une agence, en vous disant en fait on veut toucher de nouvelles cibles et le podcast, ça correspond vraiment à la cible qu'on veut toucher? Ou est-ce que vous avez briefé au global sur un objectif? On veut toucher ces gens-là pour leur dire ça, et c'est le studio qui arrivait avec cette idée-là? Alors, le brief aux agences, c'était... On a besoin d'idées innovantes, créatives pour toucher de nouveaux publics. Et donc là, par exemple, dans les émissions qui ont parlé du podcast, le fait que ça soit dans Télé 7 jours ou France Inter avec De Caunes, on n'a pas l'habitude, on est souvent dans les rubriques environnement. Et donc le brief, c'était trouvez-nous des idées pour toucher de nouveaux publics. Et à la fois, il y a cette fiction, mais elle est très raccrochée au réel et donc à ce que l'on vit dans notre travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, la vie d'un député, la fabrication de la décision et surtout toutes les informations liées à la déforestation. Donc on a aussi briefé ces agences et il y a une agence, Sweetpunk, qui est venue avec cette belle idée du podcast. Il y a eu d'autres idées plus classiques qu'on a reçues. Mobilisation citoyenne, etc. Mais celle-ci, c'était vraiment... bravo à Sweetpunk. Et après, on a accompagné toute la préparation au niveau du scénario, de l'écriture, des idées à trouver, des informations à passer. Peut-être que je peux lire le pitch pour qu'on comprenne un peu mieux comment c'est construit. Donc, je vous lis le pitch. Journaliste dans un quotidien réputé, Marc reçoit à son bureau un journal intime, entre guillemets, anonyme. À cet instant, il ne réalise pas qu'il tient entre ses mains des informations sensibles, capables d'ébranler le milieu politique européen au cœur du Parlement européen. Au fil des pages, il découvre le récit d'Iris, jeune stagiaire au Parlement, qui, après avoir fait une découverte accablante, va tout tenter pour faire changer la loi qui vise à lutter contre la déforestation. Plus il avance dans sa lecture, plus l'inévitable s'impose à lui. Doit-il publier les informations en sa possession, quitte à déclencher un scandale politique? Osera-t-il compromettre les puissants noms du Parlement cités dans le journal? Donc, ce qu'on voit, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des éléments du réel auxquels vous vous raccrochez, et qu'il y a à la fois votre sujet déforestation, mais aussi, j'ai l'impression, l'envie de raconter un peu un modèle de négo ou d'arbitrage au Parlement européen. Oui, les rapports de force et tentatives de déstabilisation, ce jeu politique, il existe bien, on l'observe, nous, en tant qu'ONG. Et d'ailleurs, on l'a vécu pour de vrai sur plusieurs textes, et on était au Parlement le 14 septembre, au moment du vote, que l'on a salué. C'est assez rare, mais pour le coup, là, on a eu pas mal de choses qu'on a poussées. Et du coup, par rapport au travail autour du scénario, ça a été très fin et l'agence Sweetpunk a vraiment joué le jeu d'intégrer le maximum de vécu dans nos relations avec les députés, de s'inspirer aussi de ce qui se passait sur les fronts de déforestation et ce que l'on vit, en lien avec les communautés directement touchées, et donc au travail du WWF aussi, par exemple au Brésil, auprès de communautés de peuples autochtones qui sont directement touchés par cette déforestation. Et donc l'idée, c'était quand même de s'inspirer de faits réels. La fiction, et c'est en 6 épisodes, il y a forcément des sujets qui peuvent être un peu mieux dessinés ou avec de façon à mieux caractériser. Les personnages ici, Iris qui arrive en stage chez un député, il y a quand même le besoin de raconter une histoire en 6 épisodes. Donc il y a des choses qui sont un peu plus déformées, mais on reste quand même sur des faits réels. Et alors, est-ce que ça a fonctionné? Tu dis que le vote a été favorable pour cette fois. En tout cas, vous l'avez salué. Est-ce que tu peux nous parler un peu des résultats en termes peut-être de reach, d'atteinte de tes publics? Est-ce que vous avez touché les bons publics? Et est-ce que toi, tu penses que le podcast a eu un impact vraiment sur la décision qui a été prise? Au WWF, je suis un des directeurs qui a le moins la possibilité de mesurer l'impact de ce qu'on fait en matière d'influence auprès des politiques publiques, parce que parfois on gagne des choses, mais c'est lié à plein d'autres facteurs. Par exemple, Together for Forest, c'est une campagne qui est portée par plusieurs ONG, donc on est plusieurs ONG environnementales investies sur plein de fronts différents, des droits humains jusqu'aux questions très écologistes, qui se sont mobilisés. Parfois, on a aussi beaucoup de mobilisation du public. Donc, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu vis-à-vis d'un impact politique. Par contre, dans les résultats,
on n'attendait pas en termes d'écoute. On a eu à peu près 35 000 sur les plateformes et 40 000, je crois, et 30 et quelques mille par épisode sur YouTube. Okay. Ça a plutôt bien fonctionné sur YouTube. Après, on visait pas, j'avais pas d'indicateur précis en se disant il nous faut 100 000 écoutes sur la série, mais on est satisfait donc de l'écoute sur ce podcast. En résultat, il y a aussi le traitement média, donc avec des articles de fond, donc pas du quantitatif, mais vraiment aussi des publics et des émissions auxquelles on n'a pas l'habitude de participer. Donc je mentionnais De Caunes sur France Inter pour parler de cette dimension plus culturelle de l'écologie. Et également des magazines comme Télé 7 jours ou autres qui mentionnent peu... Qui sont très grand public. Voilà, ou la presse féminine. Donc des moyens de en fait, toucher d'autres publics sur l'enjeu de la déforestation à travers cette histoire d'Iris et ce podcast natif. Est-ce que tu sais s'il y a des parlementaires qui ont écouté ? Oui, alors ça aussi, c'était assez marrant de voir qu'on est en lien avec des personnes qui travaillent dans l'administration, au ministère de la Transition écologique, au Quai d'Orsay, auprès du Parlement, les équipes des députés. Et en fait, dans notre travail, on a eu spontanément des retours des équipes qui sont venus nous dire « Ah, j'ai écouté le podcast, c'est vachement bien fait, ça m'a beaucoup plu. » Ils ont écouté jusqu'au bout. Et c'était peut-être une façon, dans notre travail de plaidoyer, il y a un lien de confiance et d'influence qu'on doit avoir avec ces équipes, que ce soit des experts, des décideurs. Et pour le coup, j'ai trouvé ça agréable qu'on vienne spontanément nous voir pour nous dire c'est vachement bien fait et ça nous a plu. Et est-ce que ça joue dans la décision ? Il y a plein d'autres facteurs qui interviennent. Mais en tout cas, dans le lien de confiance pour faire notre travail, ça a plutôt bien marché. Bon, moi, j'ai envie de retenir qu'un podcast a réussi à faire changer un vote au Parlement européen. Je trouve que l'histoire elle est plus sympa à raconter comme ça, même si c'est plus complexe. Disons que ça a contribué à décrocher une bonne décision avec plein d'autres facteurs qui entrent en jeu. Et au-delà du vote, il y a quand même, dans ce qu'on pousse en matière d'écologie, il y a une dimension culturelle, sociétale très forte. Et donc, si le podcast permet justement de toucher de nouveaux publics, d'intéresser par tous les angles possibles du monde et de faire en sorte qu'on avance dans la transition, ça, c'est un super succès au-delà des décisions que nous, on vise dans nos quotidiens. Ok, merci. Alors, Emmanuel, vous faites de la fiction aussi, dans le sens des podcasts de fiction chez BNP Paribas. Alors, bonsoir Chloé, déjà merci de m'avoir invitée. Alors, je vous avouerai qu'habituellement, je ne suis pas de ce côté-là. Dans ce que j'organise, je suis plutôt dans les backstage. Donc, pour répondre à ta question, Chloé, non, à ma connaissance, on ne fait pas de podcast fictionnel. Pas encore, en tout cas. BNP Paribas produit, toute entité confondue, une quarantaine de podcasts, dont un quart sur des thématiques de RSE. Donc pour l'externe et l'interne. Voilà, exactement, l'externe et l'interne. Et alors, comment vous utilisez le podcast au sein du groupe BNP ? Est-ce que c'est aussi un outil de changement, un levier de changement pour vous, à l'interne ou à l'externe d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Alors déjà, on l'utilise en auditeur. Ça paraît évident comme ça, mais en fait, c'est assez essentiel. Toi, t'en écoutes beaucoup. Oui, ouais. Et quand on vient à des sujets de société, en fait, comme des enjeux de RSE et de diversité, le podcast, c'est vraiment un premier médium pour nourrir sa propre réflexion. Les podcasts, c'est très utile à la réflexion car ils sont des voix, des histoires, des conversations qui prennent du temps pour analyser en fait les grands enjeux de société. Ils permettent aussi de nous ouvrir à l'extérieur de l'entreprise. Donc pour les collaborateurs, c'est un point important. Et par ailleurs, en fait, pour ces mêmes raisons, la responsable en fait social media du groupe BNP Paribas entretient de nombreuses discussions sur le long terme avec des hôtes de podcasts sur les transitions de la société. Et puis vous faites du partenariat avec des podcasts existants. Exactement. Et donc du coup, le dernier volet, c'est effectivement des collaborateurs BNP Paribas qui viennent en fait en tant qu'invités dans des podcasts pour partager leur expertise, leurs questionnements et leurs convictions. Alors toi, tu t'occupes plutôt du S de la RSE, puisque tu es en charge des sujets diversité et inclusion.
Et pourquoi le format podcast, il est adapté pour vous pour faire passer ces messages-là? Quand on est une banque comme BNP Paribas et qu'on a extrêmement beaucoup d'activités, mais qu'on est souvent résumé à une ou deux, soit par méconnaissance, soit de manière tactique, il n'est pas toujours simple de s'exprimer dans un débat à charge ou minuté. Donc le podcast permet vraiment de prendre le pouls de la société de manière non polémique. Il ne cherche pas le clash, il donne le temps à chaque voix de se faire entendre. Et ça, il me semble que c'est très important. Et le podcast, c'est un espace en fait pour faire un échange respectueux. J'aimerais qu'on écoute un podcast que vous produisez pour les collaborateurs qui s'appelle In My Shoes. Un extrait. Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. In My Shoes. Les personnes transgenres, non-binaires, gender-fluides sont de plus en plus visibles dans la société. Le cinéma, la mode, les séries télé leur donnent désormais une vraie place et visibilité. Mais qu'en est-il de leur inclusion dans les univers professionnels plus conventionnels ? Notre épisode aujourd'hui s'intitule « Histoire de genre, la transidentité ». Nous allons évoquer les difficultés rencontrées par les personnes trans en entreprise et comment les identités de genre et les expressions de genre sont considérées dans le monde du travail. Je constate justement que depuis quelques mois, nous avons des entreprises, grandes ou petites, qui viennent nous trouver en disant « Dis donc, on a une personne qui veut entamer une transition dans notre équipe et qu'est-ce qu'on fait? Comment ne pas faire de bêtises? Comment la respecter? Comment on va mener notre affaire pour que ça ne nous explose pas entre les doigts ?» Donc ça, c'est le début de l'épisode 17 avec Anne-Gaëlle Duvauchel qui s'intitule « Histoire de genre, la transidentité ». Je dois avouer que je ne m'attendais pas trop à retrouver la BNP sur ces sujets-là. Parce que là, pour le coup, vous parlez d'un sujet qui n'est pas le sujet de votre business. Donc, comment c'est venu l'idée de ce podcast-là et c'était quoi l'objectif au départ ? Alors du coup, donc l'épisode en question avec Anne-Gaëlle Duvauchel, il est intéressant à double titre, puisque donc Anne-Gaëlle a fait sa transition il y a une quinzaine d'années, donc elle vient avec son histoire nous partager son parcours et son expérience vécue, mais elle est aussi membre de l'association L'Autre Cercle, donc qui est une association loi 1901 et qui œuvre en fait pour l'inclusion des personnes LGBT+ dans les entreprises et dans le milieu du travail, avec laquelle BNP Paribas travaille depuis 2015, puisqu'on a été la première banque à signer une charte d'engagement pour l'inclusion des personnes LGBT. Et du coup, à ce titre-là, Anne-Gaëlle, elle peut vraiment venir apporter son éclairage sur la manière dont les entreprises peuvent accueillir et accompagner des personnes trans dans leur transition. Et c'était un sujet qui était sollicité par les collaborateurs, c'est-à-dire que toi, tu avais repéré qu'il y avait ce sujet en interne sur lequel il fallait apporter une réponse, et le podcast, c'était un moyen justement d'ouvrir le sujet. Alors c'est un sujet de société qui amène beaucoup de questionnements, et donc nous, pour déterminer les thématiques sur lesquelles on va enregistrer des épisodes, on sollicite beaucoup nos correspondants diversité partout dans le groupe, mais aussi bien sûr les organisations et les associations avec lesquelles on travaille régulièrement dans notre quotidien. Et donc vous produisez ça en interne avec une journaliste indépendante ? C'est ça, on produit ça donc avec une journaliste Valérie Hunt qui est la voix en fait qui interroge les intervenants sur tous les podcasts. Et voilà. Alors là, on a écouté l'épisode 17. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que c'est un podcast qui existe depuis 2019. J'avais lu un chiffre, je ne sais plus trop où, qui disait qu'en fait, les podcasts de marque qui étaient produits en interne, généralement, ils ne dépassaient pas 4 épisodes. Enfin, la plupart avaient du mal à poursuivre. Donc là, c'est une initiative de long terme qui vous a, j'imagine, permis de fédérer aussi une communauté. Comment vous faites pour tenir la distance ? Alors, en fait, l'idée du podcast, il est venu à un moment donné quand on cherchait un nouveau moyen d'atteindre, comme tu le disais Pierre tout à l'heure, en fait, des nouveaux auditeurs, de toucher des nouvelles personnes. Parce que donc moi, dans mon métier, qui est celui de la sensibilisation sur les sujets de diversité et d'inclusion, on constate vraiment qu'on a de plus en plus de difficultés à donner des
rendez-vous à heure fixe, à jour fixe, pour des formats très traditionnels comme les conférences ou les tables rondes, et que du coup le podcast a cette facilité, cette fluidité de pouvoir être pioché en fait quand on a un besoin, quand on est disponible. Et puis en termes, enfin il y a vraiment une malléabilité du podcast, c'est-à-dire qu'on peut choisir de faire des podcasts qui durent 4 minutes, comme certains qui peuvent durer plus d'1 heure. Et sur la diffusion, c'est pareil en fait. On peut tout à fait choisir d'en sortir très très régulièrement et en faire un volume assez conséquent, ou au contraire se dire qu'on va sortir que 2 ou 3 épisodes dans l'année sur des thématiques bien choisies. Vous ne mettez pas la pression sur une régularité en disant qu'il faut que ce soit publié toutes les semaines ou tous les mois? Non, et d'ailleurs en général, il se greffe à des grandes séquences de sensibilisation qu'on organise tout au long de l'année chez BNP Paribas, qui sont par exemple la semaine de la parentalité sur l'équilibre des temps de vie, ou la semaine de la diversité et de l'inclusion, donc qui a lieu par exemple la semaine dernière chez BNP. Et du coup, on bénéficie vraiment du levier de communication sur toutes ces grandes séquences de sensibilisation, et qui bénéficient aussi aux épisodes du podcast. Et ce qui est très bien, en fait, quand on sort un nouvel épisode, on constate souvent que les auditeurs vont remonter en fait le fil des épisodes et découvrir les autres thématiques. Donc ils viennent pour un sujet qui était à l'ordre du jour d'un programme, et finalement ils vont être sensibilisés à plusieurs autres thématiques. Pierre, toi, tu t'occupes pas de com interne, a priori. Mais est-ce que tu sais si le podcast, ça peut être un outil aussi de communication interne au sein du VVF ? Je pense que ça peut l'être. Ça me faisait penser justement au temps collectif qu'on a mis en place en interne. Alors, en fait, je m'occupe quand même de com interne, parce qu'en tant que directeur, il y a le besoin de communiquer, d'intégrer, de sensibiliser, d'écouter, d'observer. Donc forcément, ça doit passer par différents moyens. Et le podcast, alors on est plus petit que la BNP. On a une centaine de salariés. Et du coup, on a des temps collectifs sur place. C'est pas la peine de faire un podcast pour parler à tout le monde. Tu peux les réunir dans une salle, a priori, c'est bon. Non, on va dire qu'avec la Covid, il a fallu trouver aussi des moyens pour que chacun puisse apprendre de ce qu'on fait en interne. Et voilà, on n'aura pas les moyens de faire un podcast. Mais les boucles pour partager des photos et autres, c'est notre podcast à nous, à l'ancienne. Et alors, une question peut-être pour tous les deux. Comment ces initiatives, elles sont perçues de vos collaborateurs ? Toi, Emmanuel, tu as eu des retours quantitatifs ou qualitatifs ? Est-ce que c'est écouté ? Est-ce que ça plaît ? Oui, ça plaît beaucoup. Alors du coup, nous, on a des retours par notre intranet où les collaborateurs peuvent poster des commentaires, et puis par des enquêtes qui sont menées à la suite, enfin l'issue en fait de ces grandes séquences de sensibilisation dont je parlais tout à l'heure. Et donc du coup, vraiment, on n'a que des retours positifs sur la facilité d'écoute, sur la qualité des intervenants, et puis en fait sur l'ouverture aussi vers l'extérieur que amène la ligne éditoriale du podcast In My Shoes. Oui, parce que In My Shoes, on n'a pas précisé, mais il est aussi ouvert à l'externe. Il est ouvert à l'externe sur toutes les plateformes d'écoute, et la ligne éditoriale, on n'interroge pas en fait, on ne fait pas participer des collaborateurs du groupe. On interroge vraiment des professeurs, des chercheuses, voilà, des personnalités engagées sur des sujets de diversité. Ouais, ça fait écho aussi à un chiffre de l'étude de ce matin, c'est qu'en fait, quand tu demandes aux gens ce qu'ils veulent écouter en termes de podcast de marque, est-ce que c'est un podcast qui parle de la marque ou qui parle d'un sujet de société lié à la marque, c'est plutôt la deuxième solution. Faire que la marque décentre un peu son regard, et c'est intéressant. Toi, tu nous as déjà dit que ça avait bien fonctionné. En interne, il y avait un... Alors, en interne, on a plein de dossiers, de géographie, de sujets sur lesquels on intervient. Donc, c'est plus compliqué de ressentir... c'est notre campagne Together for Forest, et donc le podcast est un élément pour atteindre notre finalité plus politique au niveau de l'Union européenne. Par contre, quand tu viens de poser la question, là, je me suis dit qu'il y avait eu une vraie possibilité de cohésion interne, et notamment du projet autour du podcast. C'est-à-dire que nos campagnes, on a plein de métiers différents en interne, et ça a permis Margot, Omar, Antoine, Lisa de se retrouver jusqu'au studio en fait, pour enregistrer. C'est pas du tout leur métier ou les habitudes qu'on a de faire un communiqué de presse, une note pour les députés, un rendez-vous au Parlement européen. Et du coup, le studio, c'est devenu un espace de cohésion aussi autour de notre projet, qui demande beaucoup d'heures de travail, d'investissement de l'équipe. Et j'ai trouvé que c'était une belle récompense, ce podcast, au-delà de la communication interne, pour apporter à l'équipe. Et ensuite,
on va dire, dépoter sur les autres dossiers au-delà du podcast. Alors, comment vous voyez, peut-être une dernière question, comment vous voyez l'avenir du podcast dans vos organisations respectives? Est-ce qu'il y a d'autres sujets, d'autres lois? Il y a pas mal de trucs, non? La surpêche. Oui, alors on a l'effet Panda, donc, qui continue. On a aussi notre voilier ambassadeur, le Blue Panda, où on a enregistré des podcasts comme avec Hugo Clément au moment d'un congrès de la nature l'an dernier, en septembre, à Marseille. Donc en fait, ce format il va évoluer en fonction des sujets, des campagnes qu'on va mener. Et un petit peu de la finalité, je le disais en introduction, la plupart du temps on informe et on interviewe, on interroge des experts et on informe nos publics, nos bénévoles, nos soutiens. Là, avec cette série fiction, on ouvre peut-être un nouveau champ. Cette année, on a testé une autre façon d'intégrer d'autres publics à travers le jeu. On a ouvert un jeu, et c'est l'agence Steve qui nous a accompagnés, qui s'appelait Call Me President. Et en fait, vous preniez le contrôle du téléphone du président de la République, donc vous deveniez président, c'était pendant la campagne présidentielle, pour faire réaliser tous les choix qui se présentaient à un niveau de président. Donc des échanges avec sa maman jusqu'aux échanges avec ses ministres, des interpellations sur Twitter de militants. Et donc il y avait des choix tout au long du jeu qui conduisaient donc à des résultats par rapport à l'écologie, au social, à l'économie. Donc en fait, on va chercher de nouveaux formats et le podcast va donc rester un format utile à notre travail. La BNP? Oui, les sujets ne manquent pas. Non, ne manquent pas. Et puis il y a toujours des progrès à faire et puis de nouvelles personnes à sensibiliser. Donc non, l'avenir du podcast pour sensibiliser les collaborateurs au sujet de diversité a encore un bel avenir devant lui. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une ou deux questions, s'il y en a. Est-ce que du coup vous prévoyez pour WWF de refaire d'autres podcasts mais de fiction? Tout à l'heure tu disais que ça permet de toucher un autre public, mais est-ce qu'il y aurait d'autres contextes ou est-ce que vous avez imaginé du coup une suite un petit peu à ça? Et je suis pas sûr aussi complètement d'avoir compris la façon dont ça a été créé avec Sweet Punk. C'est-à-dire que les voix qui sont à l'intérieur, ce sont des employés ou non. Pardon, alors, oui, je vais détailler un peu. Ils sont hyper forts, vous savez tout faire en fait. Alors, pour les voix, ce sont des professionnels avec, par exemple, Alice Isaz, des personnes qui ont fait jouer dans des rôles dans le cinéma, donc des professionnels et des acteurs, actrices qui sont renommés. Donc ça a été une belle récompense aussi d'avoir des actrices et des acteurs intéressés. On a eu aussi des acteurs et actrices de doublage qui nous ont accompagnés dans un super studio. Et donc Sweet Punk, c'est l'agence qui a trouvé l'idée et qui nous a accompagnés pour ensuite mettre en œuvre le projet. Et donc le recrutement, le casting, etc., ça a été opéré par Sweet Punk, mais avec non pas des salariés du WWF qui ont fait les voix, mais de vrais professionnels. Donc si vous écoutez la série, vous le verrez, vous allez peut-être reconnaître certaines voix de doublage. Et l'autre question, c'est oui, on va... Alors, c'est compliqué parce que l'actualité évolue, la sobriété, la guerre en Ukraine, il y a des actualités qui arrivent et qui peuvent perturber nos plans. Et donc, dans l'année qui vient, on n'a pas de projet de podcast fiction qui a été pour l'instant lancé. Donc, ça dépendra des prochaines campagnes qu'on va mener. Et on finit la campagne sur la déforestation, là, normalement, en décembre. Donc, il reste encore du travail à faire pour influencer les pays pour atteindre ces décisions. J'avoue que oui, ça se réfléchit parce que j'ai découvert lors de la diffusion tout à l'heure et c'est oui, pourquoi pas, oui, totalement, ça peut être une idée. On va peut-être préciser qu'Emmanuel, toi, tu es en charge des sujets de diversité et inclusion, mais tous les podcasts dont tu nous parlais, les 40 podcasts de la BNP, c'est pas toi qui gères tout, quoi. C'est réparti entre plein de directions.
Merci. Essentiellement sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Twitter. Et après, effectivement, des newsletters aussi qu'on a, nous, en interne. Et puis, on s'appuie sur tous nos correspondants diversité. On en a une 40aine. Et également, on a un fort levier. On a une dizaine de réseaux internes de collaborateurs sur différentes thématiques de la diversité. Donc, juste pour en citer quelques-uns, on a le réseau Pride France, par exemple, sur les sujets LGBT. On a le réseau Affinity sur la diversité des origines, ou Mixity sur l'égalité professionnelle. Et ils ont eux-mêmes beaucoup de membres et des newsletters. Donc, du coup, c'est comme ça aussi qu'on diffuse. Plus d'autres questions? Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Je ne sais pas si on doit s'arrêter ou... Bon, allez, c'est parti. On a jusqu'à 21h. Écoutez tout le podcast. Ah oui, alors les personnes l'interne qui étaient dans le studio, c'était pour accompagner aussi les acteurs et vis-à-vis du scénario et aussi profiter de ce moment je pense que c'est le moment où le podcast prend forme parce qu'on voit les actrices et les acteurs jouer et on voit le scénario prendre vie et c'était hyper fort pour eux d'être sur place à ce moment de l'enregistrement. Après, la beauté, c'est effectivement de l'entendre une fois que tout est terminé, mais d'être sur place au moment de la réalisation, c'est chouette aussi. Merci pour les éléments de réalisation. Et on peut parler argent, ça coûte combien de faire une fiction comme ça? Alors, pour l'argent... C'est pas le banquier qui parle. J'ai en tête des ordres de grandeur. Et je ne veux pas raconter de bêtises, mais je dirais que sur l'accompagnement, sur l'ensemble de la campagne, ça va être un peu plus de 100 000, 150 000, 100 000, quelque chose comme ça. Je ne veux pas me tromper. Là-dedans, tu as du média et tu as du conseil et c'est pas la prod pure. Voilà, c'est pas la prod pure. Mais je dirais que... Et nous, VVF, je peux donner des ordres de grandeur. Sur les campagnes, on a un budget de 30 millions, mais sur beaucoup de projets de terrain. Et donc, pour le plaidoyer, là, cette année... sur une campagne, ça va autour de 300, 400 000 sur l'ensemble des projets, des réalisations. On a des études. Donc, par exemple, on a sorti en plus de ce podcast une étude qui démontrait le lien entre les importations de l'Union européenne au niveau mondial et la déforestation. Donc, ça sont des mois de travail pour essayer d'établir la relation entre notre consommation et la déforestation. Et ça coûte aussi de l'argent, de l'expertise. Donc en fait, il faut mettre des moyens pour gagner notre plaidoyer sur différents sujets, y compris la communication, l'engagement. Et donc ce podcast, je dirais que c'est dans ces ordres de grandeur. Donc c'est un tiers à la moitié de votre budget sur toute la campagne. Ouais. On n'est pas à 1 million, 2 millions. Voilà. Et on n'est pas à 10 000 ou 50 000. C'est entre les deux. S'il n'y a plus d'autres questions, merci beaucoup. Merci à vous.